Ok, bon, bonjour à toutes et à tous, du coup, on se retrouve pour la dernière dia du 19e siècle, l'avant-dernière diapositive de la partie concernant histoire, parce qu'il y a aussi la partie concernant modèle, mais qui elle est bien plus courte, heureusement. Donc, c'est la diapositive qui nécessitera le plus de travail de toutes les dias précédentes. Donc accrochez-vous bien les gars, il va vous falloir beaucoup, beaucoup de temps à pouvoir accorder à cette diapositive, vraiment très 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 handicapante, je trouve, pour le reste du cours. Très compliqué aussi, des informations un peu trop partout, des documents avec énormément de texte pour peu d'infos qui auraient pu être résumés, voilà, tout simplement. J'en une petite perche au cas où. Mais voilà, vraiment très compliqué, donc on s'accroche, on essaie de le faire. Pour dire que même moi personnellement, j'ai pas tout compris de ce qui se passe dans cette DIA. Parce qu'il y a trop d'infos vraiment. Donc si vous êtes complètement largué, dites-vous que je suis dans le même état que vous. Néanmoins, il faut quand même qu'on s'y mette. Du coup, pour cette dia, vous deviez regarder le film de l'enfant sauvage, le lien qui est juste ici dans la diapositive. A noter du coup que tout sera mis dans le 19e siècle du coup. La dia 10 précédemment vue, la dia 11, le lien de l'enfant sauvage, et nous verrons les prochains documents plus tard. Euh, donc ici dans le film, on voit l'enfant sauvage, donc Victor de l'Aveyron, comme il s'appelle. Pour rappel, dès le début du XVIIIe siècle, il commence à exister des institutions pour enfants sourds, muets et aveugles, notamment sous l'impulsion de Condillac, qui croyait au développement d'un autre sens de substitution. Alors Condillac, qui c'est Condillac, c'est une psychologie et une approche philosophique développée par lui-même qui est basée sur le sensualisme, donc sur les sens. D'accord. Donc, quand on est par exemple aveugle, ben, on développe d'autres sens. Quand on est muet, on en développe d'autres, etc. Ce qui est une vérité au niveau des synapses, comme on a vu aux connaissances du corps, en première. Ouais, en première, et du coup, voilà. Il était déjà précurseur, mais n'en parlons pas trop. L'enfant sauvage, du coup, Victor de l'Aveyron a été pris en charge par Itard. Donc il y a deux acteurs, rappelons-le, il y a Pinel et Itard, dont nous verrons les avis divergents plus tard. Au début du 19e siècle, de tels enfants comme Victor sont vus comme des monstres, d'accord. Il y a une opposition entre Pinel et Itard sur le diagnostic et le traitement de Victor. Pour Pinel, Victor c'est un idiot de naissance, et c'est pour ça qu'il a été abandonné. Donc il est né idiot, il restera idiot, et c'est un peu le péché originel. Donc tu nais comme quelque chose, tu restes comme quelque chose, il n'y a aucune évolution possible selon lui. C'est un peu, entre guillemets, le méchant on va dire le méchant éducateur, si on peut parler comme ça. Et ensuite, il y a Itard, qui selon lui est devenu, Victor de l'Aveyron, est devenu idiot parce qu'on a abandonné, et sans environnement humain, du coup, il s'est acclimaté à un environnement animal, il a dû s'éduquer tout seul. C'est pour ça qu'on croit qu'il est idiot, alors qu'en réalité, il fait preuve d'intelligence, mais voilà. Donc pour un, on est comme quelque chose, on reste comme quelque chose. Pour l'autre, c'est l'environnement qui nous fait devenir comme quelque chose. Et évidemment, Itard, on sait qu'il a raison. On ne naît pas comme un enculé, on devient un enculé. Même si Victor n'est pas du tout un enculé, hein, c'est entre guillemets un idiot. Donc l'approche d'Itard ouvre la porte à la rééducation et constitue le premier modèle de prise en charge d'un enfant anormal. Et c'est sur base de trois lignes de force. Un, philosophique, c'est placer la place donnée sur le langage et aux sensations, qui va se baser là-dessus pour essayer de la rééduquer. Ensuite, c'est sur l'optimisme thérapeutique basé sur le traitement moral, donc le changement des mœurs et des comportements. C'est la voie ouverte avec Pinel et la psychiatrie, même si Pinel et Itard s'opposent sur le diagnostic de Victor. A noter que Itard est, selon les informations que j'ai vues sur internet, l'apprenti de Pinel. Et du coup, ils sont tout de même chamaillés à ce niveau-là. Donc quoi, l'élève dépasse le maître. Pinel dit qu'il c'est un idiot, c'est pour ça qu'on l'a abandonné, et l'autre dit il a été abandonné, était seul, pour ça qu'il est devenu idiot. Alors, petit aparté, entre guillemets humoristique, mais moi c'est vraiment un truc qui me sert. Pour retenir Pinel et Itard, je retiens le mot pinard, voilà. Pinard c'est du vin, hein, pour ceux qui savent pas. Utilisé du coup au 19e et 20e siècle, c'était un terme de l'époque, c'est pour ça que je me souviens
de cela. Pour vous donner un exemple, si on écrit Pinard sur la barre de recherche Google, on arrive sur des affiches de la guerre, donc 19e, 20e siècle, ici Pinard, le Saint Pinard. Du coup, ça peut vous donner des idées pour moyens mémotechniques. Donc Pinel et Itard, Pinard. Alors là, très important, on va en revenir plus tard, le dispositif d'Itard, il a 5 objectifs. Le premier objectif, c'est l'arracher à la vie sociale qu'il avait. Deuxième objectif est de réveiller sa sensibilité nerveuse. Alors pourquoi ? C'est parce que on voit dans le film qu'à un moment il prend un bain qui est extrêmement chaud et qui ne le brûle pas, parce que la peau autour de lui a été habituée à un environnement très néfaste, entre guillemets, ou virulent, et du coup son corps s'est acclimaté. Lui, ce qu'il veut, c'est réveiller la sensibilité nerveuse en le ramollissant, entre guillemets, en réduisant sa masse musculaire et en augmentant sa sensibilité. Quand on dit nerveuse, c'est vraiment physique. Ensuite, étendre la sphère de ses idées en lui donnant des besoins nouveaux et en multipliant ses rapports avec des êtres environnants. Donc il y a le rapport avec Itard, le rapport avec la nourrice, le rapport envers le médecin qui passe de temps en temps, bref, il veut augmenter les liens sociaux. Ensuite, la quatrième vue, c'est l'usage de la parole et l'imitation par le besoin. Donc on voit par exemple, dans le film, Victor veut du lait, on parle, on dit le mot lait, on le fait comme il veut du lait, il est très capricieux, enfin, au niveau du lait, oui, il en veut absolument, donc on l'oblige à dire le mot lait pour en avoir. Donc parole et imitation par le besoin. Ensuite, on part de la réalité physique que Victor vit, et pour aller sur des choses plus abstraites, comme le sentiment d'injustice. Comme dans le film, par exemple, à un moment, Victor réussit un exercice, mais Itard décide tout de même de le punir pour voir si Victor se rend compte que c'est juste ou pas ce qu'il reçoit comme punition. Il le mord, à ce moment-là, il se rebelle, donc il a un sentiment d'injustice. Donc un sentiment de supériorité de l'humain par rapport à la race animale. C'est ce qui vraiment différencie le genre humain du genre animal. C'est le truc qui dépasse la pensée physique. C'est hors du physique, c'est l'injustice, quelque chose qui n'existe pas, qui ne se palpe pas, mais qui est pourtant inhérent à la société humaine. Les conditions de l'expérience étaient du coup une prise en charge qui se faisait dans un lieu spécifique, une institution entre guillemets protégée, qui était à l'écart du monde sans forcément y être coupé. C'est-à-dire il n'y avait pas de barreaux, etc. qui l'empêchaient de sortir, il pouvait sortir comme il voulait, mais il était juste mis à l'écart pour éviter de trop le sociabiliser ou d'être influencé par d'autres personnes. Comme médecin, Itard ouvre un traitement d'ordre éducatif et psychologique. Il y a donc conjonction entre 3 vecteurs professionnels, donc à lui seul, il combine 3 métiers qui sont la psychiatrie, l'enseignement ou le pédagogue, ou le psychologue. C'est 3 trucs qui peuvent être initiés ou initiatives du métier de l'éducateur. Et ensuite, la prise en charge, elle est individualisée. Victor est le seul et unique sujet de Itard, et ainsi que de la nourrice, qui aide également à l'éducation de Victor. Du coup, il y a 3 conditions de l'expérience. Le travail accompli par Itard est un modèle pour l'éducateur, parce qu'il va initier les réflexions et les mises en place que ce qu'un éducateur pourrait faire. Il va observer, il va repérer les moindres détails du comportement, donc il va analyser, il va mettre en place des expériences pour essayer d'améliorer ce comportement, et il va créer des outils qui seront individuels. Du coup, observation, analyse, mise en place, et amélioration, si on peut dire comme ça. Amélioration dans tous les cas, avant et après la mise en place. Itard, lui, il proclame la diversité, donc c'est vraiment le cycle qu'on voit normalement dans le carnet PP, si je dis pas de bêtises. Itard, lui, proclame la diversité de chaque être et la nécessité de briser une éducation uniforme. Itard a repéré le principal défaut de l'éducation, qui est de ne jamais être adapté aux variations que présente chaque individu, l'état de ses facultés intellectuelles et affectives. Donc, l'éducation avant était générale, peu importe les capacités de l'autre, donc il y avait un seul type d'enseignement. Alors que maintenant, y a plein de moyens d'être enseigné, il y a l'enseignement général, technique, professionnel, il y a le fait d'être apprenti,
il y a les cours du soir, etc. Bref, il y a plein de moyens d'avoir accès à la connaissance et à un métier, alors qu'à l'époque, pas du tout. Du coup, ça c'est la fin qui, au niveau de la diapositive, qui parle de Pinel et Itard. Néanmoins, il y a dans le document ici synthèse possible sur le travail d'Itard ainsi que travail et posture éducative d'Itard, qui sont des écritures issues de la classe 1A et 1D, si je dis pas de bêtises, ouais, AA 1D, sur les informations entre guillemets importantes pour parler de Itard, ouais, et de Victor. Donc, il vit avec Itard la gouvernante, et objectif d'autonomisation, là par exemple on parle du porte-craie. Le porte-craie dans le film, c'est preuve d'intelligence parce qu'il a créé quelque chose, prise de responsabilité, etc. Pas de punition à proprement parler, bref. Je vous conseille tout de même d'aller regarder, ça peut vous faire penser à des choses pour écrire pour l'examen. Et du coup, la synthèse possible, qui est juste ici, du coup, qui est fait par Mathieu Delvaux, ancien professeur de l'année précédente à l'heure où je vous parle, que Madame Minguet, du coup, remplace cette année. Donc, il y a une synthèse qui parle de ça, et là, paf, attention, faire des liens avec les 5 objectifs d'Itard. Quand on parle des 5 objectifs d'Itard, ce sont ceux-ci, les 5 vues, entre guillemets. Important de savoir pour l'examen, d'accord ? Et du coup, ici, traitement moral, etc. Je vous laisserai regarder par vous-même, je vous laisserai regarder dans les documents. Intéressant de regarder, néanmoins, si vous avez suivi le film et les DIA et les notes de cours, vous n'aurez pas besoin de ça. Mais, pour étudier, c'est extrêmement intéressant de voir ça, genre le jour avant l'examen ou quoi, vous retapez ça, ou même prendre ça dans votre trajet de bus, de train, ou même devant la porte, pour vous souvenir de tout ce qui s'est passé. Néanmoins, si vous avez tout compris, que vous vous souvenez, c'est parfait. Du coup, on arrive du coup ensuite à la spécialisation. Donc vous voyez, là, on est déjà à 12 minutes de vidéo. On est qu'à un quart, ou un tiers pour être gentil, de ce qu'on doit faire, d'accord ? Il y a la spécialisation de la prise en charge de la marginalité maintenant. Enfin, marginalité, très important de le savoir, parce que dans une question, on en parlait. Dans une question de un des examens blancs que je vais réécrire, suite aux photos qu'il y a, on demande de nous parler de la marginalité et de l'évolution de la marginalité suite à l'hôpital général et principalement au 19e siècle. Du coup, on est typiquement dans la question qui a été posée. Donc jusqu'au 18e siècle, les personnes étaient traitées comme des adultes, peu importe l'âge, donc prison et châtiment corporel. Après la Révolution française, il y a un traitement spécifique pour les mineurs de moins de 16 ans. À la dia précédente, on se demandait quelle était la définition de mineur vu que les documents parlaient de moins de 25 ans. Eh bien, après la Révolution française, on sait que c'est moins de 16 ans, égale mineur. Au moment du délit, alors délit, ce n'est pas un crime, d'accord ? Notez, du coup, on a vu en droit, normalement, la différence entre délit et crime. Le crime, c'est le fait de tuer quelqu'un, par exemple, et le délit, c'est le fait de voler. Voilà, on va utiliser ces 2 termes principaux. Donc, il y a la différence entre 2 catégories de mineurs au moment du délit. Donc, ceux qui ont agi avec discernement, donc ceux qui sont capables de concevoir leurs actes, eux, ils seront condamnés à la moitié d'une peine d'un adulte, donc maximum jusqu'à leurs 20 ans. Et il y a également ceux qui sont agis sans discernement. Sans discernement, c'est-à-dire ceux qui ont été influencés, ceux qui ne se rendaient pas compte de ce qu'ils faisaient, ceux qui ont été obligés de faire quelque chose par obligation morale, par exemple, ou chantage, eux, ils seront confiés à leur famille, dans le cas de bonne famille. Alors, bonne famille, ce sont principalement les bourgeois, parce qu'à l'époque, les ouvriers n'étaient pas considérés comme bonne famille, ils n'avaient pas le temps de passer du temps avec leur famille. Ou alors, si la famille est jugée incapable ou peu solide, principalement les ouvriers, ils sont mis à disposition du gouvernement, en maison de correction ou en maison de redressement. Maison de redressement ou maison de correction, c'était prière, travail, châtiment corporel, etc. Comme je vous l'ai dit, du coup, donc les enfants ouvriers n'étaient pas issus de bonnes familles, vu que les ouvriers ne savaient pas s'occuper d'eux. J'écris d'eux comme ça, je suis vraiment enculé. Ils allaient souvent en maison de correction de redressement. C'était principalement les bourgeois ou les familles moyennes.
même si la classe moyenne n'existe pas encore au moment où on en parle. Et du coup, eux étaient aptes ou pas. Mais on reviendra de cette catégorie-là à la fin du document. En maison de correction, en maison de redressement, l'organisme est similaire à celle de la prison avec des éléments de vie religieuse. Les contacts entre les jeunes sont limités au maximum. Dès 1839 est créée en France la colonie agricole du Maitray, dont le modèle va se diffuser dans toute la France et en Europe. Alors, la colonie agricole et pénitentiaire du Maitray était un établissement créé en 1839 et qui avait pour but de réhabiliter les délinquants les plus jeunes, principalement à Maitray, en Indre-et-Loire. Cette institution a fermé en 1839 et ça avait comme principe fondateur et idéaliste d'éduquer et de rééduquer les jeunes délinquants par le travail de la terre, donc le travail paysan. C'était considéré comme l'ancêtre des bagnes pour enfants, les bagnes pour enfants dont on parle la DIA 1, d'accord? Donc c'est les centres pénitentiaires pour enfants. On parle à la DIA 1 et normalement, si je dis pas de bêtises, on en parle à la DIA 12, mais je ne m'avance pas trop vite. On a vu ça à la DIA 1, c'est censé être acquis. Néanmoins, vous pouvez vous référer au vocabulaire du document de vocabulaire que j'ai fait pour la DIA 1, donc Moyen-Âge 17e siècle, pour voir ce que c'est un bagne pour enfants. Là, du coup, un autre document à lire, la page 100 à 108, comme je vous l'ai dit, ça nécessite énormément de travail, notamment par la lecture des documents. Du coup, vraiment courage. Aussi pour dire, du coup, la lecture du document de Pinel et Itard, donc page dans les environs des 70, n'est pas nécessaire si vous avez vu le film. Je le dis peut-être un peu tard, néanmoins, c'est pas nécessaire de l'avoir lu, c'est un document très court, donc voilà. Ici, je vais être honnête, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre ce qui s'y dit. J'ai souligné ce qui me paraissait important, vous pouvez, si vous n'avez pas le temps, vous référer à ce que j'ai souligné pour essayer de comprendre. Les diapos parlent d'elles-mêmes, mais c'est très compliqué. En gros, on parle que Duc Pétieux, pour lui, il n'y avait pas de différence entre les adultes et les enfants. Et Duc Pétieux, lui, il fait une différence entre les adultes et les enfants. Les enfants, du coup, des deux catégories, donc ceux qui l'ont voulu, ceux qui n'ont pas voulu commettre le délit, qui va avoir différentes formes d'accompagnement, différents types de centres. Et on parlera de ça, du coup, avec lui. Plutôt énormément de blabla. Vraiment beaucoup de blabla pour peu d'infos. Référez-vous principalement au dia pour essayer de comprendre le texte. Si vous arrivez à comprendre le texte, félicitations. Moi, j'ai eu énormément de mal. C'est énormément de... Comme je vous dis, de blabla et de mots de mots complexes, si je puis dire. Pour rien, vraiment. Du coup, ça parle que le code pénal belge est jusqu'en 1867, celui qui a mis au point en 1810 sous Napoléon. Il fait également la distinction des enfants ayant agi avec discernement, qui pourront être condamnés, et ceux qui n'ont pas agi avec discernement. Donc ceux qui seront acquittés, mais qui pourront être mis à la disposition du gouvernement, comme dans des maisons de correction par exemple, en fonction, comme on l'a dit, de si les familles sont bonnes ou pas. Un homme, lui, va dessiner toute l'évolution de la prise en charge de l'enfance et de la délinquante. C'est Édouard Duc-Pétieux, qui est repris du coup dans le document ici. Document du coup des personnages importants. C'est un juriste journaliste et il sera inspecteur général des prisons du royaume dès 1830. Alors lui, justement, il voulait changer les choses et il a pris au niveau de l'évolution sociétale entre le différencement entre les enfants et les adultes, et du coup, comme il n'a pas énormément de pouvoir au niveau de l'État, il va profiter de son pouvoir d'inspecteur général des prisons pour faire une différence entre les adultes et les enfants, prouver qu'il y a une différence de traitement qu'il doit avoir. Du coup, c'est vraiment celui qui, même de manière sociétale en dehors des prisons, va inspirer un changement de traitement entre les adultes et les mineurs. Pour la prise en charge des délinquants, d'une manière générale, il vise un régime d'enfermement pour les coupables, donc ceux qui sont jugés avec discernement. La seule manière, selon lui, de les moraliser, c'est de les rendre meilleurs, du coup. Il moralise pour rendre les personnes meilleures. Donc, Duc Pétieux, il prône la séparation des femmes et des hommes, des adultes et des enfants,
des filles et des garçons avec les femmes, et les vagabonds et les mendiants, ainsi que des condamnés. Il y a une séparation entre eux. Il veut aussi prévenir par l'éducation et la moralisation. Pour la prise en charge des mineurs en particulier, Duc Pétieux va répertorier 2 catégories d'enfants. Les mauvais coupables et les condamnés, dont il faut éviter qu'ils corrompent les bons qui sont les victimes acquittées, parce qu'ils sont irresponsables, et eux, il faudra veiller à les protéger. Protéger des mauvais coupables, protéger du monde. Il y a une différence entre la protection et la répression. Protection des bons, répression des mauvais. Les modalités de la prise en charge des mineurs vont devenir inséparables de l'attitude à l'égard des familles. Il faut donc examiner l'évolution de celle-ci avant de continuer à examiner la prise en charge des enfants. En général, les plus pauvres vont être pris en charge par l'État, car la famille est inapte au redressement des jeunes. Ouais. Donc là, on voit Duc Pétieux. Et ensuite, texte de Ségalen. Ségalan, je ne sais pas. Normalement, vous êtes censé l'avoir lu pour le document précédent. Néanmoins, du coup, voilà, ils sont de la page 80 à 88. Juste ici. Et celui-là, je vous recommande tout de même de le lire. Il y a énormément d'informations qui peuvent être très intéressantes pour l'examen, ainsi que pour la compréhension de ça. Le document est très clair, très intéressant. Je vous assure que ça va passer plutôt vite. Néanmoins, voilà, ça nécessite quand même le temps de lecture qui est assez conséquent. 1 heure plus ou moins. Ça m'a pris 1h45 minutes, parce que j'étais plutôt lent, je l'avoue. Donc, là on parle des familles ouvrières au début du 19e et au début du 20e. De la misère au modèle bourgeois. À l'époque, les conditions de vie des familles ouvrières étaient terribles. Il y avait une surpopulation des habitants, une promiscuité et de la pauvreté. Par exemple, il pouvait y avoir 50 personnes dans une maison réservée uniquement pour une seule famille. Il pouvait avoir, je sais bien qu'à l'époque, il y avait 10 personnes dans une salle de 6 mètres sur 4, ce qui est extrêmement petit. À notifier que ces 10 personnes devaient vivre dans une salle de 6 mètres sur 4, aussi bien manger, boire, dormir et vivre ensemble. Très compliqué. Une évolution de l'organisation du travail, mais aussi des conséquences sur les liens familiaux. Même s'il y a une certaine solidarité intrafamiliale qui subsiste, il y a tout de même une déstructuration qui apparaît vu la fin du mode de transmission traditionnel et la distribution habituelle des rôles sociaux. Donc à l'époque, le travail était vraiment appris de père en fils, il y avait une transmission du savoir, et tout de même du coup une supériorité du père, vu que la supériorité était faite également par le savoir. Maintenant, cette supériorité, elle s'est réduite de la part du père, vu que le père n'a plus besoin de transmettre son savoir. Maintenant, il n'y a plus besoin de savoir quoi que ce soit, il faut juste acquérir, pour avoir un métier, il faut juste alimenter, vérifier une machine qui fait le travail à notre place. La classe ouvrière, elle est vue par la bourgeoisie comme moralement vicieuse. Ses misères sont donc reliées à son mode de vie immoral. Donc c'est tu es pauvre, bien fait pour ta gueule, c'est ta faute. Voilà, littéralement ça. C'est tu bois de l'alcool, tu te bourres la gueule, tu es sale, tu es crade, tu vis dans des petits bâtiments, c'est de ta faute en fait si t'es misère, si t'as de la misère, c'est de ta faute, pas la mienne. C'est un peu vu comme ça. Donc fin du 19e et début 20e, il y a les philanthropes, comme on a vu précédemment, donc c'est des personnes qui veulent améliorer la condition humaine, des philanthropes qui sont parfois des patrons d'entreprise, qui veulent améliorer les conditions de vie de la classe ouvrière, et moraliser cette population, c'est-à-dire la pousser à vivre selon les normes de la bourgeoisie. À notifier que du coup ils veulent faire en sorte que les pauvres vivent comme les bourgeois, sauf que, à contrario, ils n'ont pas les mêmes conditions de vie que les bourgeois, ce qui crée un très grand fossé entre les deux, et qui, au lieu d'aider, fait en sorte qu'on croit que les ouvriers sont encore plus stupides. La famille, quant à elle, sert des vecteurs de cette normalisation, donc il y a mariage, séparation sexuelle des rôles, investissement du foyer, comme Home Sweet Home, donc la femme n'a plus besoin, n'est mal vue d'aller travailler à l'atelier, elle doit s'occuper de son foyer, ainsi que des enfants. À travers le développement des logements sociaux, les philanthropes vous répandent ce modèle familial. Logements sociaux, c'est ce qu'on a vu de la dia précédente. Fin 19e, début 20e, dès 1917, les organisations syndicales vont revendiquer comme une évolution sociale le retour de la femme au foyer, qui est avant tout pour s'occuper des enfants. Donc ça signifie que la classe ouvrière a intégré le modèle bourgeois, qui est que la femme, il ne faut pas l'astreindre aux travaux de l'atelier, que on verra ici plus tard. Juste 2 secondes. C'est là que
il y a le début de la création de la classe moyenne qui se développera avec l'élévation générale du niveau de vie. Donc le niveau de vie va s'améliorer suite au travail des philanthropes qui est d'améliorer la condition des ouvriers en les instruant au niveau de la bourgeoisie. Il va y avoir une amélioration, ce qui va faire que les femmes vont être au foyer, vont s'occuper de leurs enfants, et c'est là que la classe moyenne va se créer, parce qu'il y aura une amélioration au niveau du mode de vie, de la qualité de vie et de la qualité de vie de famille. Très important. Et c'est là que cette phrase était dans l'examen, pour celles et ceux qui l'ont eu, de juin 2022, dans un des 2 exemplaires, qui est « La place naturelle de la femme est au foyer, et vouloir l'astrade aux travaux de l'atelier, c'est courir à la destruction de la famille. » Donc, maintenant, il y a une vision qui est que la femme ne doit pas travailler à l'atelier, elle doit s'occuper de ses enfants, pour que la famille soit améliorée, qu'il y ait un meilleur mode de vie. Et donc là, il y a un peu une création, une amélioration du point de vue de la famille nucléaire. La famille nucléaire a rappelé que c'est le mode de famille qu'on connaît maintenant. Donc, papa, maman, frère, sœur, moi, par exemple. Ensuite, autre texte, page 90 à 98, que je me rappelle, c'est... permettez du coup... Ok. Là également, texte. Énormément de blabla, pire que le précédent. Le plus important, selon moi, c'est ça. Ce gros carré là, qui est l'évolution de la prise en charge des pauvres et des marginaux. Une sorte de tableau synthèse de comment ça se passe. Je vous conseille tout de même de lire avant. Par contre, les 4 étapes, je vous assure que même moi qui ai français comme langue maternelle, j'ai énormément mal à comprendre. Même j'en bégaye tellement ça me donne mal à la tête. Du coup, ça c'est intéressant de lire, je dis pas. Mais par contre, ça, il faut aller se faire voir au bout d'un moment. Du coup, ici, on parle du gouvernement qui a une double politique par rapport à la misère. Donc là, on parle des classes dangereuses. Il y a une répression du vagabondage et de la mendicité. Et suite à cela, il y a une ouverture des bureaux de bienfaisance qui a pour but de soulager les misères les plus criantes. Donc il y a l'idéologie maîtresse qui est de donner sous forme d'aumône plutôt que d'améliorer les salaires. Donc ce sont l'aumône, du coup c'est le fait de donner, de faire des dons, et c'est plus principalement des dons et charités d'ordre privé plutôt que de public. L'État, lui, il veut garder ses sous, et on va faire en sorte de donner à celles et ceux qui en ont besoin et qui le demandent, plutôt que de donner à tout le monde par nécessité. Donc, celles et ceux qui sont vraiment dans la dèche, on va leur donner. Par contre, celles et ceux qui s'en sortent un petit peu, ah non, il n'y a pas besoin. Du coup, au lieu d'augmenter les salaires pour que tout le monde se sente mieux, eh bien on va juste donner des petites augmentations de salaire à certains qui en ont vraiment besoin. Problème aussi qu'on notifie un petit peu maintenant, avec l'évolution bien sûr, l'évolution de l'époque, un peu ce qu'il y avait avec les gilets jaunes par exemple, qui était que il n'y avait pas d'augmentation de salaire, mais l'augmentation, il y avait tout de même une augmentation des aides pour certains en fonction de certains critères, alors que l'augmentation des salaires aurait été plus simple. Voilà. Donc il y a même alors au 19e siècle, alors qu'on est 2 siècles supérieurs, ça n'a pas forcément énormément évolué. Les conditions de l'assistance publique divisent les pauvres en 3 catégories. Donc les 3 catégories, ça fait vraiment référence à l'analogie du bon et du mauvais pauvre, au 17e et aussi au 18e s'il me semble. Donc il y a les pauvres qui n'ont pas la force de travailler, que ce soit par maladie ou par handicap, ou même âge. Ceux qui ont la force et la volonté de travailler, mais qui n'y arrivent pas, ceux-là vont être aidés, donc par des aides financières comme c'était plus haut. Et il y a également celles et ceux qui ne veulent pas travailler, et qui elles se trouveront dans des dépôts de mendicité où ils seront forcés de travailler. Ce sera une main-d'œuvre gratuite, donc un travail forcé en échange d'être nourri et logé. C'est très similaire à un hôpital général. Il s'agit de rééduquer de façon morale, ou éduquer tout court, par le biais du travail, qu'on va donner de l'importance au travail, c'est tu travailles ou tu ne t'en sors pas. Comme ça, après, ils vont se dire « Ah, c'est important de travailler », et du coup, paf, ils vont être volontaires pour travailler, parce qu'ils se rendent compte que c'est important,
et ils pourraient bénéficier d'aide financière. Donc le secteur privé, quant à lui, il organise, il y a des organismes catholiques, des patrons, philanthropes, etc. Il pratique une aide charitable qui s'adresse au milieu ouvrier. Donc aide et moralisation vont de pair. Eux, ils veulent préserver la force de travail plus la fidélité au travail, donc l'ordre social de l'époque. L'assistance publique et l'aide charitable vont se développer parallèlement, puis se rapprocher au fil du temps pour devenir des actions sociales, comme les surattendantes et les visiteuses dont on a parlé à la DIA 1. Donc les sous-attendants et les visiteurs. Au niveau idéologique et des dispositifs. Je ne sais plus vraiment vous expliquer sur attendante, mais je sais bien que ce sont des personnes qui vont voir principalement les femmes dans leur travail, là d'ordre social, comment elles se sentent niveau social, et là, les visiteuses, c'est celles qui vont voir l'hygiène au niveau des maisons, des foyers. Suite à cela, du coup, il y a une médicalisation des problèmes sociaux. Les problèmes sociaux sont vus comme des maladies de l'organisme social. Donc les indigents et les délinquants sont vus comme des malades à soigner, comme on a vu à la dia précédente. Il y a une approche psychologique des individus et des personnes à problème. La délinquance et l'indigence sont vus comme des problèmes individuels et non comme des problèmes sociaux. Ça veut dire qu'on ne questionne pas la société qui les a rendus délinquants, mais on questionne les individus. Donc ils sont issus du péché originel, ils sont nés mauvais ou malades, et ils le sont de nature. Un peu comme ce que pense Pinel avec Victor de l'Aveyron, donc l'enfant sauvage. Suite à cela, du coup, les ouvrières, etc. Après, le texte, ça reparle du texte de Ségalène de page 80-88, vite fait. On parle de la police des familles à l'époque. Donc c'est ceux qui interviennent dans la police, c'est un organisme de contrôle. Vous allez voir, il y a quelques similitudes à ce qu'on peut encore voir à l'heure actuelle. Mise en ordre de la classe ouvrière passe donc aussi par celle des familles. Au niveau législatif, les personnes vont évoluer dans ce sens. Jusqu'à la fin du 19e siècle, en France, le gouvernement n'intervient d'autorité pour prendre en charge les mineurs que s'ils sont délinquants ou abandonnés. Toute autre intervention ne peut se faire qu'à la demande du père de famille. En 1889, il y a une loi qui décide que pourra être prononcée la déchéance des pères et mères qui, par leur ivrognerie habituelle, leur conduite notoire et scandaleuse, par de mauvais traitements, compromettent soit la sécurité, soit la santé, soit la moralité de leurs enfants. Donc là, c'est une loi qui fait que les parents qui ne sont pas dignes d'être parents parce qu'ils sont violents ou immoraux ou ou ne s'occupent pas bien de leurs enfants parce qu'ils se bourrent la gueule, par exemple, eh bien, ils pourraient être retirés. Et ils pourraient avoir, du coup, non pas forcément retirés, mais il y aura une intervention de l'État. Dès 1890, le juge institue l'enquête sociale, donc ce sont des formulaires imprimés pour la police et les visiteuses, donc les visiteuses, celles qui viennent voir principalement les femmes dans le foyer au niveau hygiène, ainsi que la police qui viennent voir si tout va bien. Et du coup, grâce à cela, grâce à ce formulaire, on peut savoir si l'État doit intervenir ou pas. Donc sur base de certains critères, du coup, on sait si, par exemple, l'enfant, si les parents boivent beaucoup d'alcool mais qui s'occupent pas de leurs enfants, ben voilà, il y a une liste de critères qui se disent si l'État doit intervenir ou non. En France, les tribunaux pour enfants sont enfin créés en 1912. Là, on revient vers le XXe siècle, on prévoit donc de dessiner l'évolution suivante. C'est lié à la séparation de l'espace public et de l'espace privé. Soit la famille dans les normes, donc les normes instituées par l'enquête sociale, et l'ordre familial, intrafamilial est l'affaire des parents, et en particulier du père, donc l'État n'intervient pas, tout se passe bien, etc., il fait son éducation. Ou alors la famille est hors norme, et tout écart de conduite est mis sous tutelle d'un point de vue judiciaire, psychologique et psychiatrique, et éducatif. Aussi bien des parents que des enfants. Mais c'est principalement les enfants qui sont mis sous tutelle, qui seront occupés dans des institutions ou dans des familles d'accueil. C'est au nom de la notion d'enfance en danger que cette intervention dans les familles va se faire. À cette évolution d'autorité, le père devient donc suspect. La famille va devenir quant à elle un lieu d'enquête. C'est principalement le père qui pose problème dans les familles, contrairement à la mère qui est plus évoluée au niveau familial, vu qu'elle a plus le temps de s'occuper de sa famille, donc de savoir comment la gérer,
Le père, quant à lui, ne sait pas comment la gérer, et donc pose problème et devient suspect pour la majeure partie du temps. Du coup, là, il y a un retour sur la prise en charge des mineurs en Belgique, donc comme les écoles de bienfaisance qui étaient présentes jusqu'à la moitié du XXe siècle, donc 1950 plus ou moins. La protection de l'enfance en danger, la loi du 15 mai 1912 en Belgique intervient à la fois sur le plan civil, donc on introduit la loi sur la déchéance paternelle, donc on peut retirer l'autorité du père s'il est inapte ou alors s'il est suspect. Au plan pénal, on peut aggraver les sanctions envers ceux qui portent atteinte aux enfants, donc violence, abus sexuels, prostitution. Et également au plan judiciaire, on institue des tribunaux pour enfants. Très grande évolution du coup. Et là, à notifier que 1912, on est déjà dans le XXe siècle. Les mineurs, quant à eux, ils sont pris en charge par des institutions spécialisées, ouvertes la plupart du temps d'initiatives privées. Pour les délinquants, des établissements spéciaux d'observation sont créés, en tout cas Moll et à Saint-Servais, où les mineurs sont soumis à des examens médico-psychologiques d'orientation du placement. Après 1914, de nombreuses initiatives à l'attention d'un nouveau groupe de social, les jeunes. Donc il y a de la scolarité obligatoire, l'instauration de l'ONE, les colonies pour enfants, des mouvements scouts, etc. En 1965, il y a une loi sur la protection de la jeunesse et restructuration de cette administration, suite au scandale des traitements infligés dans plusieurs établissements de l'État, comme par exemple Saint-Hubert, dont on a parlé à la DIA 1, c'est 14 éducateurs qui étaient violents ou même qui ne s'occupaient pas bien des jeunes, parce que c'était des anciens soldats, par exemple, qui avaient été repris de guerre et qui ne s'occupaient pas correctement. Et c'est là qu'on se dit, ah, il faut un personnel qualifié. De plus en plus, la prise en charge en institution va être remplacée par l'assistance éducative en milieu ouvert. Donc il y aura des enquêtes familiales, expertise médico-psychologique, gestion budgétaire, accompagnement des familles, etc. Est-ce là une évolution positive ou négative ? C'est positif carrément. Quelle est l'image de la famille quelle image de la famille que ces interventions vont renforcer ? Donc il y a des familles monoparentales, parce qu'on retire le fait que le père soit là, etc. Il y a une bonne entente, la mère pouvant répondre aux besoins de l'enfant, père présent et fiable à son autorité, etc. Cette vision de l'enfance n'est-elle pas remise en question aujourd'hui dans notre société ? Vision de la famille, pardon. La famille est clairement remise en question, parce que maintenant, des familles comme ça existe toujours, mais ça existe très peu, et c'est très mal vu, par rapport aux familles nucléaires qu'on a maintenant, comme dit précédemment. Voici donc la fin de la DIA 19 qui clôture la DIA 11, qui clôture le 19e siècle. Pour l'étude, et pour bien comprendre, je vous conseille après, du coup, de faire une pause, important, et ensuite de essayer de regarder la synthèse complémentaire sur le milieu, le travail et l'école du 19e siècle. Ces 4 pages, ça devrait aller. Je vous laisse faire ça vous-même sans vous forcer, du coup. Si, pour rappel, du coup, c'est très important, je l'ai déjà lu et regardé. Jusque-là, alors là, pas trop intéressant, jusque-là, donc les 3 premières pages, c'est intéressant pour se souvenir ce qui s'est passé au 19e siècle, donc le jour avant, ou même le matin, ou même devant la porte, vous pouvez quand même relire ça, donc imprimez-le si possible, pour avoir du coup un avis ou un rappel de certaines informations qui se sont passées. Voilà, du coup, fin du 19e siècle, on se retrouve bientôt pour le 20e siècle qui sera bien plus court et moins compliqué, je l'espère, vu qu'en fait, on reprendra des informations de la DIA 1. Parce que la DIA 1, ça se passait au 20e siècle avec les bagnes pour enfants dont on a évoqué ici. Donc voilà, c'était selon moi la DIA la plus compliquée. On a déjà pris 40 minutes de vidéo. Courage pour essayer d'étudier, de comprendre, j'espère que j'ai pu vous être utile. Et on se retrouve du coup prochainement pour la dernière DIA du côté histoire. Bonne étude.